Rebonjour chers élèves, donc voilà aujourd'hui je vous propose un exercice vraiment très complet sur la partie mécanique. J'ai choisi de traiter le baccalauréat 2010 option PC. Bien sûr je conseille tous les élèves aussi de SVT et de sciences maths à faire cet exercice là. Comme d'habitude l'énoncé vous pouvez la télécharger dans la description de la vidéo. Je vous conseille de la bien travailler avant de regarder la solution. Donc pourquoi c'est un exercice complet? Parce que vous allez avoir trois types de mouvements. Un mouvement sur un plan horizontal, un mouvement de chute parabolique et un mouvement dans un milieu visqueux. On va voir le mouvement dans un milieu visqueux, l'équation différentielle, vitesse limite et la méthode d'Euler. Donc on va pratiquement voir les équations, principes fondamentaux de la dynamique, théorème de l'énergie cinétique, les équations de chute libre et le mouvement dans un liquide visqueux. Donc vraiment, c'est un exercice qui me paraît très complet et je vous conseille de le travailler. Donc voilà les données, on vous donne la longueur de la pente AB, G bien sûr, la masse du skieur, AT égale à 0 par son vitesse initiale, toujours noter les choses intéressantes, sans frottement, là aussi il n'y a pas de frottement. Et on commence, l'étude se fait dans le repère R, A et 1G1. Donc voilà le repère qui est vers le haut et vers le bas. On applique au deuxième loi de Newton, déterminer les coordonnées des vecteurs accélération dans ce repère, la vitesse du point B, du skieur au point B. On vous dit que R, l'intensité de la force exercée par le plan AB sur le corps, et bien sûr l'intensité de la force exercée par AB sur le corps. Donc voilà les trois questions. Ensuite, on étudie dans le reste de l'exercice le mouvement de G dans le référentiel R, O et J. On va passer à ce référentiel. O, I et J. D'accord? Faites bien attention. Vous notez ça aussi, c'est important. Notez toujours les choses essentielles. Donc, étudiez le mouvement de G dans l'air maintenant. Donc, le corps arrive au point C avec une vitesse V de C et la quitte à l'instant pris comme origine. Notez bien V de C et notez très bien aussi sa direction. C'est très très important. Donc, en plus que le poids, le solide soumis à des vents artificiels et on modélise ces vents-là par une force de frottement qui est horizontale. Donc, très important là aussi, c'est moins F1 suivant I. Trouvez à un instant T l'expression de la composante horizontale. On vous dit juste la composante horizontale de la vitesse en fonction de M, V de C, F1 et T. À l'instant T de D, G arrive au point D situé à la surface de l'eau où la composante horizontale de sa vitesse s'annule. S'annule. Et dans ces conditions, quelle est la valeur de la force de frottement? Et déterminer la hauteur H du point C par rapport à la surface de l'eau. D'accord? Si vous voulez en quelque sorte le sommet de la parabole. Mais inversé. Bon, étudier le mouvement. Maintenant, on va étudier le mouvement de G dans l'eau. On vous dit que le skieur poursuit son mouvement dans l'eau avec une vitesse, arrive à dans l'eau avec la vitesse verticale. Donc là, faites très attention. Où il est soumis en plus de son poids à une force de frottement qu'on matérialise par F est égal à 140 V carré fois J. Donc faites bien attention, c'est une force de frottement, il n'y a pas de signe moins. On va expliquer pourquoi. La poussée d'Archimède, on vous donne son amplitude, son module, c'est 137 newtons. Et on considère que l'instant d'entrée du corps dans l'eau comme nouvel instant des dates. Les questions classiques, bien sûr. Déterminer l'équation différentielle vérifiée par les vitesses et montrer qu'elle s'écrit sous cette forme. Trouver la valeur de la vitesse limite. Et en utilisant la méthode d'Euler, remplissez ce tableau. Donc je vais réexpliquer très facilement ce que c'est que la méthode d'Euler et comment remplir ce tableau-là. Donc essayez, comme je dis tout à l'heure, essayez d'abord de bien le travailler. Prenez un peu de temps, une demi-heure, ça vous suffit largement de traiter cet exercice si vous êtes bon en mécanique. Bien. Donc on passe à la première question. On nous dit de déterminer, en utilisant la deuxième loi de Newton, les coordonnées de l'accélération dans le repère d'étude J. Donc tout de suite, c'est très classique la méthode, il faut surtout suivre une méthode bien déterminée. 1. Quel est le solide étudié? 2. Quelles sont les forces? Quel est le repère d'étude? Et faites la projection de la deuxième loi de Newton sur le repère d'étude. Donc essayez de faire un schéma très très clair.
Donc, quelles sont les forces qui s'exercent? Il y a le poids qui est toujours perpendiculaire à l'horizontale. Et il y a la réaction qui est perpendiculaire au plan incliné puisqu'il n'y a pas de frottement. Donc, vas-y. Système étudié sur le solide S. Les forces, c'est le poids et la réaction. Et bien sûr, la deuxième loi de Newton nous dit que la somme des forces est égale à m gamma. Donc, cette loi, qu'est-ce qu'il nous permet de dire? Si on connaît les forces, on connaît les conditions initiales, on peut déterminer la position du solide à n'importe quel instant, bien sûr. Donc, pour déterminer les composantes de A, on va projeter cette relation sur le repère d'étude OX, OY. Donc, sur OX, quelle est la projection de R? Bien sûr, elle est perpendiculaire, sa projection c'est 0. Et la projection du poids, c'est cette composante-là. Donc là, je vais l'écrire, c'est cette composante-là, qui est la même que celle-là. D'accord? Or, je vous dis l'angle alpha, c'est toujours l'angle entre la perpendiculaire au plan et le poids, c'est cet angle-là alpha. Donc cette composante, c'est le côté opposé, il est dans le sens de y, donc c'est plus sinus. Donc mg sinus alpha. Donc je vais déduire directement AGX, donc ça c'est la projection de AG sur l'axe des X, c'est G sinus alpha. On connaît la valeur de G, on connaît la valeur de alpha, on peut faire l'application 2,35 mètres par seconde. Bien sûr, à quoi est égal A de Y? Il n'y a pas de mouvement suivant l'axe des Y. Donc vous avez la vitesse suivant l'axe des Y est égale à l'accélération suivant l'axe des Y est égal à Y lui-même est égal à 0. Donc tous les points de cet axe-là ont Y égale à 0 parce qu'il se trouve sur l'axe des X. Et quel que soit le point sur l'axe des X, vous avez Y égale à 0. D'accord? Donc vous avez Y égale à 0, VY égale à 0 et l'accélération suivant Y égale à 0. Qu'est-ce que je fais ici? AY égale à 0, bien sûr. J'ai fait juste copier-coller. D'accord? 0. Donc c'est 0 ici. Hein? C'est 0. C'est 0. Donc AY égale à 0. Et donc l'accélération totale, c'est 2,35 mètres par seconde. Maintenant, on vous dit de déterminer la vitesse de G au point B. Donc là, vous avez plusieurs méthodes de calculer déterminer la vecteur vitesse. On connaît les forces. Donc je peux déterminer à quoi est égal V de t, l'équation horaire de la vitesse suivant AB. Et comme je connais la distance AB, je peux déterminer bien sûr la vitesse suivant AB. Mais, je vous laisse le soin de faire cette méthode-là. On peut utiliser aussi, puisqu'on connaît la vitesse initiale, je veux déterminer la vitesse finale, je connais la distance, je peux utiliser aussi la deuxième loi, le principe théorème d'énergie cinétique, pardon. Pourquoi? Parce qu'ici, il n'y a pas de frottement. Donc, le travail se réduit uniquement au travail du poids. Donc, si par hasard il y avait frottement, et si on ne connaît pas la force de frottement, je ne peux pas utiliser le théorème d'énergie cinétique. Il vaut mieux utiliser les équations horaires. Mais là, comme le travail de R égale à 0 parce que la réaction elle est perpendiculaire au poids, perpendiculaire à la trajectoire, il va rester juste le travail du poids. D'accord? Donc, le travail du poids, bien sûr, c'est mg fois h. Lui, il ne dépend pas du chemin suivi. Il dépend juste de z initial qui est za et z final qui est 0. Et la distance, cette distance, c'est h qui est ab sinus alpha. Donc, le travail de R égale à 0, bien sûr. Et donc, je fais l'énergie cinétique finale, moins l'énergie cinétique initiale qui est 0 parce que le solide démarre avec une vitesse nulle, est égal au travail des forces appliquées. Il y a juste le travail du poids qui reste, est égal à mgl sinus alpha. Donc, je peux déduire facilement V de B est égal à racine carrée de G fois L sinus alpha. Faites l'application numérique, vous allez trouver 4 mètres par seconde. Bien sûr, je répète, pour utiliser l'équation horaire. Hein, et je vous laisse le soin de faire cette méthode-là. Bien, on vous dit maintenant de déterminer l'intensité de la force exercée par le plan AB. Bien sûr, toujours, si on vous demande de calculer l'intensité d'une force, là, il n'y a pas 30 000 solutions. Toujours projeter le principe fondamental de dynamique suivant l'axe qui vous permet de calculer la force demandée. Donc là, R est suivant Y. Donc je vais projeter ce principe-là de dynamique suivant cet axe-là. Donc vous avez le poids, la réaction et bien sûr le poids. Donc la projection du poids suivant l'axe Y, c'est cosinus alpha. Et la projection de R, c'est R. Donc la projection de R, c'est suivant c'est R. Et la projection de P, c'est cette composante-là. Et cette composante-là, c'est cosinus alpha. D'accord? Mais avec un signe moins parce qu'il est dirigé suivant moins Y.
Donc moins mg cosinus alpha, et donc vous avez tout de suite R est égal à mg cosinus alpha. Bien. Voilà, on a fini maintenant par le plan incliné. Vous voyez toujours le plan incliné, c'est très très classique. S'il y a de frottement, on utilise l'équation horaire. S'il n'y a pas de frottement, souvent le théorème de l'énergie cinétique, ça vous suffit pour déterminer la vitesse finale connaissant la vitesse initiale, ou inversement, de déterminer la vitesse initiale connaissant la vitesse finale. Maintenant, on va étudier le mouvement dans le repère OIJ, dans l'air. C'est-à-dire, on va travailler avec le mouvement de chute parabolique. Et on suppose dans ce cas-là, bien sûr, qu'il y a des frottements. D'accord? Donc, les frottements sont modélisés par une force qui est suivant l'axe I. Donc, ça veut dire un point M ici quelconque. Il va être soumis à cette force-là, qui est la force de frottement, et le poids. Voilà les forces qui s'exercent sur l'eau solide ou un point quelconque de l'espace. D'accord? Donc, la force de frottement qui est suivant moins I, et la force et le poids, bien sûr. Et la question, bien sûr, c'est étudier ce mouvement dans ce repère OIJ. Donc on continue donc. Donc voilà la force de frottement, voilà le poids. On nous dit le solide va quitter le point C avec une vitesse horizontale. Donc oui, notez bien parce que ça veut dire la vitesse n'a qu'une seule composante à t égale à 0, c'est une composante suivant l'axe des x. Et la question c'est quelle est l'expression de v de x, l'équation horaire de v de x. Bien sûr, si on veut l'équation horaire, c'est toujours le principe fondamental de la dynamique qu'il faut projeter correctement sur l'axe qu'on nous demande de calculer x ou bien v de x. Là, on nous demande v de x, donc je veux projeter la deuxième loi de Newton sur l'axe des x. Donc allons-y. Donc système étudié toujours solide S. Les forces appliquées, ça c'est toujours à écrire. Donc le poids, de préférence de faire les projections tout de suite. Donc le poids, vous voyez bien, l'axe ici, il est vers le haut. Ah, attention, faites attention. Donc c'est moins mg suivant j. Et la force de frottement, elle est horizontale. Donc c'est moins F1 suivant I. Ah, c'est pas comme la vidéo que j'ai postée tout à l'heure sur le rattrapage 2019. On a donné l'axe vers le bas. Et dans ce cas, tout ça va changer. Le poids va être plus mg. Et celle-là ne va pas changer. Donc faites toujours attention aux orientations des axes qu'on vous demande. D'accord? Après, bien sûr, deuxième loi de Newton, la somme des forces est égale à m gamma. Donc, je vais projeter ça sur l'axe des x. Et sur l'axe des x, bien sûr, la projection du poids, il est nulle. Donc, il va devenir tout simplement max est égal à quoi? Est égal à moins f1. Donc, voilà. max est égal à moins f1. Je cherche v de x. J'intègre une première fois. Donc, je cherche d'abord la vitesse, c'est moins f sur m. Pour chercher v, on intègre une constante, une intégrale d'une constante, c'est la même constante fois le temps, plus une autre constante. Maintenant, pour déterminer cette constante, on va utiliser les conditions initiales. Donc, il ne faut pas prendre par cœur toujours v0 cosinus alpha, v0 sinus alpha. Faites attention. Ici, à t égale à 0, la vitesse, il est comment? Voilà, je l'ai représenté en bleu, elle est horizontale. Donc, à t égale à 0, v, c'est v de c. Toute la vitesse, elle est sur l'axe des x. Donc, v de x à t égale à 0, c'est v de c. Et je remplace maintenant t par 0 dans cette équation. À t égale à 0, cette équation, c'est v de c, qui est égale à 0 fois cette constante, c'est 0, plus la constante. Donc la constante est égale à v de c. Et donc voilà l'équation qu'on me demande de chercher. C'est moins f sur m fois t plus v de c. Bien. On me dit maintenant, à l'instant 0,86 secondes, J, le solide va arriver en ce point. D'accord? Situé à la surface de l'eau où la composante horizontale de sa vitesse s'annule. Voilà, vous voyez ici, la vitesse, il est comme ça. Donc ça veut dire la vitesse, il a une composante horizontale et une composante verticale. Mais on vous dit, une fois qu'il arrive en ce point, la vitesse va être uniquement verticale. Ça veut dire sa composante horizontale au point D est égale à 0. Voilà, la composante horizontale de sa vitesse s'annule au point D. Et on vous dit, pour qu'elle s'annule au point D, quelle doit être la valeur de la force de frottement? Bon, c'est très simple. Il suffit on connaît l'équation de v de x à n'importe quel instant. On connaît l'instant td. Donc je vais tout simplement écrire si t est égal à td, cette vitesse-là s'annule. Et là, je peux déterminer la force de frottement pour que v de x s'annule. Parce que là, c'est v de x, quel que soit t,
dès que le solide part du point B jusqu'au point D. Donc ici, à n'importe quel instant, je peux calculer V de x. Donc on va écrire la vitesse horizontale s'annule, AT est égal à TD, et donc vous avez directement, pour que ça soit vrai, il faut que la force de frottement soit égale à M fois VC sur TD. Faites l'application numérique, faites très attention aux unités, et vous allez trouver une force de 380 newtons. On continue. Donc maintenant, question suivante, on nous dit de déterminer la hauteur H du point C par rapport à la surface de l'eau, c'est-à-dire celle-là que j'ai mis en bleu. Hein, quelle est la hauteur H de la surface de l'eau, c'est ici. Donc pour déterminer H, qu'est-ce que je connais? Je connais le temps où l'eau solide arrive à la surface. Donc c'est très simple. Pour connaître H, il suffit de déterminer d'abord l'équation horaire de Y, c'est-à-dire déterminer Y en fonction du temps. Et si T est égal à TD, Y bien sûr va être égal à H. Donc on va d'abord déterminer Y en fonction du temps pour n'importe quel point de la trajectoire. Et pour déterminer H, on va remplacer T par T de D et déterminer Y. D'accord? Donc l'équation Y, ça c'est classique pour une chute parabolique. Bien sûr, la projection du principe fondamental de la dynamique sur l'axe Y. Donc on connaît A de Y, c'est moins G fois T, donc ça veut dire D de V de Y. Je cherche d'abord V de Y en intégrant, donc c'est moins G fois T plus une constante, donc ça on l'a fait plusieurs fois. La constante à T égale à 0, vous voyez bien la vitesse était horizontale, donc il n'a pas de projection sur l'axe Y, donc la constante il est nulle. D'accord? Constante il est nulle. Donc j'intègre maintenant, pour déterminer Y, j'intègre V de Y, l'intégrale de T c'est T carré sur 2 plus une constante. Là aussi la constante est nulle. Non, il n'est pas nul, là, faites attention, parce qu'à T égale à 0, Y n'est pas égal à 0. À T égale à 0, justement, Y est égal à quoi? T égale à H. Donc faites très attention ici. Y à T égale à 0, c'est H. Donc je remplace ici H, T par 0, et donc H est égal à 0 plus la constante. Et donc, la constante est égale à H. Donc, voilà Y de T. Maintenant, pour déterminer H, je dois remplacer tout simplement T par T de D. Parce que quand le solide arrive au point P, Y est égal à H. Donc, si T est égal à T de D, Y est égal à H. Donc, je remplace Y par T de D, Y de T de D égale à 0. Pardon, si Y de T de D égale à H, Y de T de D égale à 0, bien sûr, vous voyez que ce sont les points ici. Quand le solide arrive en ce point, vous voyez bien sûr que Y est égal à 0. D'accord? Et donc, on va déterminer H par cette équation-là. D'accord? Donc, je répète, tout à l'heure, je disais quand Y égale à T de B, Y égale à H. Non, c'est pas vrai. Si T est égal à T de D, vous voyez bien que Y égale à quoi? Y égale à 0. Donc là, j'ai déterminé, je répète, j'ai déterminé Y de T, quel que soit T, entre le point B et le point D. Donc là, c'est Y en fonction du temps. Et on voit bien que quand est-ce qu'on veut déterminer H, donc pour déterminer H, on va poser tout simplement Y de T de D égale à H. Parce que la projection de ce point sur l'axe Y égale à 0. Y de T de D, pardon, égale à 0. Pourquoi je fais une confusion? Y à l'instant T est égal à TD, c'est 0 et non pas H. D'accord? Voilà. C'est Y de 0 qui est égal à H. À T égale à 0, Y est égal à H. D'accord? À T est égal à T de D, Y est égal à 0. Voilà. On remplace dans cette équation-là Y de T de D par 0 et on a directement H est égal à 1 demi G fois T de D au carré. Si vous faites l'application numérique, vous allez trouver 3,62 mètres. Voilà, on va passer maintenant au mouvement du skieur dans l'eau. Et la première chose qu'il faut noter, que le pardon, c'est pas le skieur, hein, j'ai fait tout à l'heure la vidéo sur le skieur, le mouvement du solide dans l'eau. Et l'eau solide, là, quand il arrive à la surface de l'eau, vous voyez qu'ici, il entame l'eau avec quoi? Avec une vitesse qui est verticale. D'accord? Bien, oui, bien sûr, il s'agit du skieur. Hein. Il s'agit toujours d'exercice sur le skieur. Donc, on va étudier le mouvement du skieur dans l'eau maintenant. D'accord? Voilà les forces appliquées. On vous dit qu'il y a une force de frottement. Vous voyez remarquer avec un signe plus. Il ne faut pas
avoir une confusion. C'est normal qu'il y ait le signe plus. Pourquoi? Parce que l'axe J ou le vecteur unitaire J, c'est dirigé vers le haut. Donc c'est toujours une force qui est opposée au mouvement. Donc le mouvement se fait vers le bas et cette force, elle est vers le haut, petit f, parce qu'on a orienté l'axe des Y vers le haut. Donc c'est pas moins, c'est pas avec un signe moins, c'est avec un signe plus, mais c'est une force de frottement parce qu'elle est opposée au mouvement. Il y a aussi une force d'Archimède qui est toujours vers le haut, mais on vous donne son module. Et la question, bien sûr, c'est l'équation différentielle vérifiée par la vitesse. Donc de préférence, notez la vitesse en minuscule pour ne pas avoir de confusion avec le volume. Si jamais vous utilisez l'expression de la force d'Archimède, qui est bien sûr ρ V fois G, avec V c'est le volume de l'eau déplacée. Mais ici, on vous donne le module, donc on n'a pas besoin de l'exprimer en fonction de son expression. Donc voilà les forces appliquées sur le skieur dans l'eau. Bien sûr, il y a le poids. Et notez bien ici, le poids, c'est vers le bas. Donc c'est moins mg fois j, parce que j est vers le haut. La force de frottement, 140 v carré. Et la force d'Archimède, c'est ρ v fois g. Mais on va le noter juste fa fois j, puisqu'on nous donne ici la valeur de fa. D'accord? Donc notez bien, la force de frottement, c'est toujours k fois v ou bien kv carré, mais d'une façon générale, k fois v à la puissance n. Bien. Qu'est-ce qu'on cherche? Bien sûr, on cherche l'équation différentielle vérifiée par la vitesse. Donc il suffit de faire la projection sur l'axe des Y. Donc la projection de la deuxième loi de Newton, vous avez m d de v de y sur d de t, c'est moins mg, plus 140, plus vous pourrez remplacer directement la force d'Archimède par sa valeur, et donc je vais déduire d de v sur d de t, qui est égal à une constante a plus b fois v carré. Vous voyez, ça s'écrit sous la forme a, constante a, sa forme générale a, plus une constante p fois v à la puissance n d'une façon générale. D'accord? Des fois v à la fois b fois v, des fois b fois v carré, puis la forme générale. Souvent on vous dit donner l'expression de a, l'expression de b. Bien sûr, a ici c'est 137 sur m moins g, et b c'est 140 sur m. Donc voilà l'équation différentielle vérifiée par la vitesse du skieur dans l'eau. Donc c'est général, c'est la même méthode qu'on utilise pour étudier n'importe le mouvement d'un solide dans un milieu visqueux. Toujours après la question de l'équation différentielle, on vous dit tout de suite de déterminer la vitesse limite, soit graphiquement, soit à partir de l'équation différentielle. D'accord? Bon, là, il suffit de remplacer. Bien sûr, la base, c'est 70. Donc, 140 sur 70, c'est 2. Et c'est 137 sur m moins 10. Vous allez trouver 0,7. Et c'est l'équation différentielle qu'on vous demande de démontrer. Donc, trouver la vitesse limite, il suffit de retenir si v est égal à la vitesse limite, bien sûr, la vitesse est égale à une constante. Je vous rappelle, voilà comment varie la vitesse en fonction du temps lorsqu'un solide chute dans un milieu visqueux. Donc, la vitesse va augmenter comme la charge d'un condensateur augmente avant de tendre vers sa valeur limite qui est égale à une constante. D'accord? Donc vous avez ici un régime transitoire et un régime permanent. Et en régime permanent, la vitesse est égale à la vitesse limite qui est égale à une constante. Notez bien, j'ai bien ajouté ceci, on peut répondre à cette question sans faire la précédente. Imaginons que quelqu'un est bloqué, il n'arrive pas à démontrer ça. Il ne faut pas dire, ça y est, je laisse tomber l'exercice et je passe à autre chose. Non, vous pouvez répondre à la question suivante sans répondre, on vous donne la solution, prenez-la et continuez l'exercice. D'accord? Donc voilà, si v est égal à la vitesse limite, bien sûr la dérivée de v par rapport au temps est égale à 0. Et vous remplacez v par vitesse limite dans l'équation différentielle. Et vous voyez qu'on trouve facilement la vitesse limite, c'est 0,59 mètres par seconde. Donc maintenant, je passe à la méthode d'Euler. Je vais d'abord rappeler qu'est-ce que c'est que la méthode d'Euler. Hein, d'accord? Il vous permet tout simplement de résoudre une équation différentielle par ce qu'on appelle une méthode d'itération. Le principe, c'est le suivant. Vous avez l'équation différentielle souvent de la forme a d de v sur d de t, qui est l'accélération, c'est une constante a moins b fois v à la puissance n d'une façon générale. Ça signifie quoi cette équation-là?
Ça signifie que l'accélération à l'instant Tn est égale à la constante A moins B fois V à l'instant Tn, ou bien V carré à l'instant Tn, ou bien V à la puissance n à l'instant Tn. Autrement dit, si je connais la vitesse à l'instant Tn, je peux déterminer l'accélération à l'instant Tn. Voilà, c'est clair. Donc cette équation-là vous permet tout simplement, ici je peux mettre l'équivalence carrément, c'est-à-dire la connaissance de la vitesse permet de déterminer l'accélération, et inversement, la connaissance de l'accélération permet de déterminer la vitesse. Donc si vous avez un tableau sur la même ligne, si vous avez la vitesse, vous pouvez calculer tout de suite l'accélération par l'équation différentielle. Et inversement, si on vous donne l'accélération, vous pouvez déduire la vitesse. Maintenant, je pars à la définition de l'accélération. C'est la vitesse à l'instant t plus 1 moins la vitesse à l'instant t sur delta t. Cette équation, ça signifie quoi? Ça signifie que la connaissance de Vn et de delta t permet de connaître Vn plus 1. D'accord? Ou bien la connaissance de An, voilà, d'accord? Ou bien, voilà, je écris la connaissance de An et V de n et delta t permet de déterminer Vn plus 1. Ou bien la connaissance de Vn plus 1, delta t et V de n permet de calculer A de n. Mais souvent on l'utilise pour déterminer Vn plus 1, il suffit de connaître An et V de n. Donc si je connais An et V de n, je peux déterminer la vitesse à l'instant t plus 1. Si je connais la vitesse à l'instant t plus 1, l'équation différentielle permet de déterminer An plus 1. Donc je connais An plus 1, Vn plus 1, j'utilise la définition de la vitesse, je vais déterminer Vn plus 2. Et comme ça, je peux déterminer l'accélération et la vitesse, quelle que soit t. Donc je répète, deux choses à retenir dans l'équation, dans la méthode d'Euler. La connaissance de A de n ou bien V de n de l'une permet de déterminer l'autre. Il faut utiliser l'équation différentielle. La connaissance de A de n et V de n permet de déterminer la vitesse à l'instant t plus 1. Donc on revient au tableau. Voilà par exemple ici, on me donne la vitesse à l'instant n et on me demande de déterminer l'accélération au même instant. Donc là, c'est même pas à réfléchir, il faut utiliser l'équation différentielle. Voilà. Donc qu'est-ce qu'elle me dit l'équation différentielle? C'est cette équation-là. Ça veut dire tout simplement A à l'instant t plus 1, ou bien 1 plus 1, c'est égal à 2 fois V1 à l'instant 1 plus 1 au carré plus 0,7. Voilà la vitesse à l'instant 1 plus 1. Delta t, c'est Tn plus 1 moins T de n. Et donc je peux déterminer à t plus 1. Donc c'est clair, faites l'application numérique. C'est 2 fois V1 plus 1 au carré, c'est-à-dire 1,8 au carré, moins 0,7. Vous allez trouver 5,78 mètres secondes moins 2. Donc, vous voyez, la connaissance de la vitesse à l'instant t permet de déterminer tout de suite l'accélération à l'instant t en utilisant l'équation différentielle. Maintenant, je connais l'accélération à l'instant t plus 2. Je connais la vitesse à l'instant t moins 1. Vous avez t plus 2. Et j'ai ici t plus 1. Donc je connais v de t plus 1 et a de t plus 1. Et on me demande v de t plus 2. Donc là, même pas réfléchir, vous pensez à cette équation-là. Cette équation vous permet de déterminer la vitesse à un instant ultérieur, connaissant l'accélération et la vitesse à l'instant précédent. Voilà, je connais la vitesse, je connais l'accélération à l'instant précédent et je veux calculer la vitesse à l'instant plus 1. Donc j'utilise tout de suite cette relation. Donc avec n est égal toujours à 1. Donc v de 1 plus 2 va être égal à quoi? À v de 1 plus 1, d'accord, fois delta t plus a de 1 plus 1, pardon, a de 1 plus 1 fois delta t plus v de 1 plus 1. Donc 1 plus 1, c'est l'instant précédent, et 1 plus 2, c'est l'instant ultérieur. Donc voilà, j'applique donc v de 1 plus 2, c'est égal à a de 1 plus 1 fois delta t fois v plus v de 1 plus 1. Toujours delta t, c'est la différence de temps entre ces deux instants, qui est le même, bien sûr, entre ces deux instants. D'accord? Maintenant, je remplace a de 1 plus 1 par 5,78, v de 1 plus 1 par 1,80, moins 1,80 plus exactement. Vous faites l'application numérique et vous allez trouver la valeur qui est ici. Moins 1,71. Donc voilà
pour un exercice qui est très complet. On a vu un peu les lois de Newton, théorème d'énergie cinétique, mouvement de chute parabolique, mouvement dans un solide dans un milieu visqueux, les méthodes d'Euler, très très complet. Donc je vous conseille de le bien travailler. Si vous avez aimé la vidéo, bien sûr, ajoutez un petit like, des commentaires et surtout partagez la vidéo avec vos amis. Abonnez-vous à la chaîne si vous la regardez pour la première fois. À très très bientôt pour d'autres contributions.